Europe 1, 7h53, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Véronique Roy. Son fils Félix, aujourd'hui 23 ans, est parti pour la Syrie. Et c'était il y a un peu plus d'un an. Avant sa radicalisation, Félix savourait la vie. Ce fils de catholique vivait avec ses parents en banlieue parisienne. Il avait une petite amie, bac+3, et l'envie de devenir kiné. Bonjour Véronique Roy. Bonjour. Racontez-nous comment s'est fait la rencontre entre votre fils et l'islam. Félix est tombé amoureux de cette religion. Il a eu une révélation. C'était une démarche tout à fait naturelle au départ. Un jeune qui se convertit, quelle que soit la religion. Quand vous êtes des parents, entre guillemets, aimants, vous accueillez la conversion de votre enfant. Il a été influencé par quelqu'un. Il a fait des rencontres. Sûrement, mais ça je ne le sais pas. On essaie de remonter le fil maintenant. Oui, il a fait des rencontres, c'est clair. Il a été radicalisé par des gens. Il s'est pas radicalisé comme ça d'un claquement de doigts sur Internet. Et vous, au début, dans les premiers mois, vous ne voyez rien ? Du tout, il n'y a rien qui change dans son comportement ? Non, au début, on voit rien du tout. Maintenant, c'est plus facile d'en parler rétroactivement, mais sur le moment, on ne voit rien. C'est pour ça que nous, on a un message de parents qui concernés comme moi pour dire à ceux qui pourraient vivre la même chose que nous maintenant, on peut peut-être voir des choses, sauf que quand on les vit, on ne croit pas que c'est un signe. Vous, à aucun moment, vous ne vous êtes dit « mon fils va partir en Syrie », ce qu'il a fait donc en septembre 2014. Ça a été brutal. Non. Ça a été brutal, parce que jamais il n'a parlé de son désir d'un désir éventuel de partir en Syrie. Il parlait de l'islam comme une religion d'amour, qui lui apportait beaucoup de méditation. Il avait la banane, le sourire. Alors après, il y avait des signes de pratique, on va dire, assidus. Quoi, par exemple 5 prières par jour, il faisait le ramadan, il mangeait halal, mais ça, c'est normal pour un musulman. Ça, vous l'acceptiez, vous disiez finalement, oui, c'est son choix. On l'acceptait avec son papa, c'était son choix, et pour connaître d'autres musulmans, c'était normal. Il n'avait pas une attitude violente qui pouvait éventuellement laisser penser qu'à ce moment-là, il était endoctriné. Ça restait votre petit garçon, vous le reconnaissiez. Mais tout à fait, il était tout à fait normal avec nous, il avait des propos normaux, simplement un moment, effectivement, quand je dis un moment, ça s'est aggravé dans peut-être les 6 derniers mois avant son départ dont il nous avait pas parlé. Et je suis même allée voir la Grande Mosquée Paris pour demander si c'était normal de pratiquer comme ça. Par exemple, je sais pas, un enfant dont la grand-mère paternelle vient de décéder ne peut pas rentrer dans l'église. Il est quasi prostré derrière l'église, derrière la porte, parce qu'on lui dit que c'est péché de rentrer dans l'église. Il est où aujourd'hui, Félix ? Je ne sais pas précisément en Syrie, mais je ne sais pas précisément et je ne sais pas ce qu'il fait. Et il vous a donné des nouvelles depuis les attentats ? Vous arrivez à communiquer avec lui ? On communique régulièrement. Là, on n'a pas de nouvelles depuis une douzaine de jours, donc je suis assez inquiète. On communique, oui, très très régulièrement. Mais par quels moyens vous communiquez ? Essentiellement sur WhatsApp. Donc messagerie instantanée. Messagerie instantanée, donc messages vocaux, messages écrits. Parfois on a des conversations. Il m'est arrivé d'avoir avec lui et son papa des conversations de 3h30. C'est un enfant qui est en manque de ses parents, de sa famille. Et qui veut rentrer, il vous dit je veux rentrer, ou il vous dit non c'est ma vie, c'est comme ça, comprenez-moi. Il dit pas forcément qu'il veut rentrer, parce qu'il faut vous replacer dans le contexte, il faut que les gens comprennent que des mômes qui partent là-bas, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ce sont des gamins qui ont été moulinés du cerveau. D'accord, donc ils ne parlent plus avec leurs émotions. Ils parlent au nom d'un groupe. On leur inculque des copier-coller. Bien sûr, c'est comme une secte, absolument. Danny Cohn-Bendit veut intervenir. Bonjour. Est-ce qu'il avait un discours à part la religion, un discours politique sur la situation en Syrie ? Alors, le discours politique s'est ajouté après. Il l'avait pas au départ. Il avait même, a priori, même pas de conscience politique du tout au départ. Je dirais que ce discours politique s'est greffé depuis qu'il est là-bas. Le discours évolue, mais il a été, comme beaucoup de Français, alertés quand on a commencé à parler de la Syrie. On disait les rebelles, faut aller les aider, etc. C'est sûr que ça a dû l'influencer un petit peu. C'est-à-dire qu'il s'est approprié de la misère d'un peuple, et une sensibilité qui a fait que Donc ça part d'un bon sentiment en quelque sorte. Et est-ce qu'aujourd'hui il est libre de ces mots, de ces mouvements là-bas ? Absolument pas. Il nous envoie des fois des copier-coller de textes, c'est pas lui qui parle. Clairement, c'est pas lui qui parle, et on voit que des jeunes qui veulent rentrer. Il y a eu le cas d'une jeune femme d'origine australienne qui a voulu rentrer. Elle a été dénoncée, elle a été tuée. Donc le groupe qui est censé les protéger les a servis.
L'exemple Donc c'est de eux qu'il faut attaquer. L'exemple de votre fils, pas nos mômes. de Félix, c'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Est-ce que vous vous sentez responsable? Est-ce que vous vous dites avec votre époux Thierry, on a raté quelque chose? C'est souvent une question qu'on pose aux parents et c'est une question cruelle, permettez-moi de vous le dire, mais je vous en veux pas à vous personnellement, même si des gens... Non, parce qu'on vous écoute et on se dit que ça peut nous arriver à Bien tous sûr, en fait. mais on est responsable de rien. Notre fils aîné nous a dit papa, maman, vous n'avez rien fait. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Voilà, mais ils ont été plus forts que nous. Quand je dis ils au pluriel, je ne les nomme pas parce que je ne connais pas leur visage. Mais ceux qui l'ont embrigadé. Qui sont ces gens? Vous avez une idée quand même? Oui. Ce sont des gens qui vivent en France, Bien qui sûr. sont vos voisins? Absolument, absolument. Ils vivent en France, ils vivent dans mon quartier. Quand je dis mon quartier, c'est pas le quartier au sens de la banlieue, la cité, hein. Même s'il y en a aussi. Nous, on vit en zone pavillonnaire, mais ce sont peut-être même parmi ses amis qui l'ont effectivement et qui ont été payés pour le faire partir, puisqu'on peut les payer jusqu'à 15 000 € par départ. Ah, ils sont payés Ils pour sont partir. payés. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui vous Donc ça, écoutent en ce moment, ouais. qui voient leurs enfants glisser doucement peut-être et qui redoutent qu'il leur arrive la même chose? Ou d'ailleurs qui ne voient rien et qui redoutent qu'il leur arrive la même chose? Alors, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place qui n'existaient pas, malheureusement, quand mon fils est parti. Il y a notamment le numéro vert qui a été mis en place, dont on parle justement dans le clip. Vous rappellerez, je pense, le 0800, numéro. on va mettre sur le site internet, vous Vous inquiétez pas. rappellerez le numéro tout à l'heure. Donc, si on a un doute, effectivement, sur la pratique d'un enfant, son degré supposé de radicalisation, on peut appeler ce numéro, même de manière anonyme, pour essayer de voir où en est l'enfant. Il vaut mieux appeler pour rien que de ne pas appeler. C'est ça votre message? Je pense. Mais on craint des fois de le faire en condamnant son enfant. Je pense qu'on ne le condamne pas, on l'aide, ça peut l'empêcher de partir. Alors ça règle la prévention, ça règle pas le retour. Et le retour, vous avez envisagé d'aller le chercher là-bas? Alors, bien sûr qu'on y a pensé, comme n'importe quel parent. Il y a des parents qui ont essayé, qui sont revenus bredouille. Il y a quelques jeunes qui sont rentrés, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de rentrer. Plus encore maintenant, depuis qu'il y a les attaques de la coalition. Ils sont en danger par le groupe qu'ils ont rejoint, puisqu'ils se croient en liberté, mais en fait, ils sont en prison. Ils sont en danger parce que s'ils fuient, ils se condamnent. Ils trahissent le groupe. Ils sont en danger parce qu'ils peuvent se faire arrêter par les polices de Bachar. Ils sont en danger parce qu'ils peuvent se faire arrêter par les Kurdes. Ils sont en danger parce qu'ils peuvent se faire arrêter par les Turcs qui ne sont pas forcément... Se faire arrêter en France, ils reviennent également. En France, ils seront arrêtés de toute façon. La prison, je pense, vaut mieux que la mort. Mais la prison n'est pas souhaitable en durable. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner psychologiquement et il faut les accompagner socialement, leur redonner un projet de vie et ne pas... Enfin, ce sont quand même les enfants de la nation. Ce sont nos enfants. Moi, je ne suis pas préparée à perdre mon enfant. Donc j'aimerais qu'on lui dise, on te pardonne, tu as fait une erreur, on va t'aider. Merci Véronique Roy d'être venue ce matin. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Le numéro à la disposition des familles, c'est le 0800 00 56 96 et on met tout ça sur europe1.fr. Merci, bonne journée à vous et bon courage.